20h40 depuis Brazzaville, précisément le quartier Wenze Manzanzas. Le sujet de l'actualité, c'est le changement ou non de la Constitution de 20 janvier 2002. Ça fait aujourd'hui, si mes calculs sont bons, 17 ans que cette constitution a été mise en place. Et selon d'autres personnes, c'est une constitution qui n'est pas adaptée à la réalité actuelle du Congo-Brazzaville, parce que le Congo n'est plus un pays post-conflit, c'est déjà un pays stable, avec une croissance sur le plan macroéconomique qui est bonne, et puis il y a une stabilité économique et politique. Ça s'est signé Clément Mirassa ou Pascal Tchati-Mabiala. Hier, vous avez suivi sur nos antennes ici Madame Kanda, qui est la présidente du parti pour la démocratie et la patrie. Elle était venue ici pour défendre le changement de la Constitution et elle a dit un peu tout haut ce que d'autres pensent tout bas, que le changement, c'est pour que le président Denis Sassou Nguesso brigue un troisième mandat. Aujourd'hui, c'est une autre femme que nous recevons, c'est Madame Gilda Rosemonde Gambou. Elle est la porte-parole du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. C'est la société civile. Pour une fois, nous recevons une femme, une jeune femme en plus, intelligente et belle, et on va voir tout à l'heure pourquoi elle a été choisie comme porte-parole de ce mouvement et pourquoi eux, ils ne veulent pas qu'on change une très belle constitution qui a fait une stabilité politique au Congo, mais ils veulent toujours qu'on reste avec une constitution qui fait que le président de la République est comme un roi, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc ne quittez pas, dans un instant. Et comme j'ai annoncé à l'introduction de notre émission, nous recevons aujourd'hui une autre dame, Madame Gilda Rosemonde Monsara Gambou. Elle est la porte-parole du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'est fait connaître ici au Congo-Brazzaville et dans le monde pendant un festival ici, l'Étonnant Voyageur. C'est la dame qui a pris le micro devant tout le monde entier et dit ce qu'elle pensait tout bas. Pour moi, c'était extraordinaire. J'ai toujours dit, ça peut apparaître caricatural. Ici au Congo-Brazzaville, les femmes veulent, et puis les jeunes femmes en plus, veulent être deuxième, troisième ou quatrième ou 20e femme d'un ministre et puis avoir une RAF4, on appelle ça un peu généralement merci monsieur, et puis aller à Paris et avoir une boutique à Mungali, même si on n'achète pas quelque chose dedans, mais l'essentiel c'est que les femmes ici ont un problème. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais content de voir une femme et je suis aussi content que dans l'émission ici, ça fera la 4e femme qu'on reçoit. On a reçu ici, pour la majorité présidentielle, la conseillère spéciale du secrétaire général du Parti congolais du travail, Madame Arlette Soudan Nono, brillante femme, elle s'est bien défendue. Nous avons aussi reçu, c'était hier, Madame Kanda, et aujourd'hui, je reçois Madame Gilda Monsara Rosemonde Gambou pour nous parler de leur mouvement, et elle est la porte-parole. Et l'autre 4e femme qu'on avait reçue ici, c'était Madame Barros, qui aujourd'hui est handicapée, parce qu'elle a été rendue handicapée par un Libanais, M. Ojesh, qui a dit tout haut qu'il a mis dans sa poche toute la justice congolaise et rien ne lui arrivera. Et c'est sûr, ça fait 3 ans, Madame Barros est handicapée et rien n'est arrivé à M. Ojesh. J'aurais aussi appris que M. Philippe Obara lui est arrêté et il est à la DGST. Je ne sais pas pourquoi M. Philippe Obara ne veut pas que les caméras nous montrent ce monsieur pour qu'on voit si vraiment il est encore ici à Brazzaville. Je ne mets pas en doute ce que M. Philippe Obara a dit. Je veux croire que si Ojesh a mis tout le monde dans la poche, il ne peut pas aussi mettre dans la poche M. Obara. Peut-être M. Obara est incorruptible et que Ojesh ne peut pas lui corrompre aussi. Bon, ce n'est pas le sujet. Je viendrai encore avec Madame Barros ici pour en savoir plus sur elle.
mais c'est une Congolaise martyrisée par un Libanais, mais personne ne dit rien. Ben, madame, soyez le bienvenue. Merci. Bon, moi je veux commencer quelque chose qui n'a rien à y voir avec votre mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. Je parlais tout à l'heure d'une dame, elle s'appelle Barros. Vous avez appris parler d'elle? Oui, bien sûr. Elle est aujourd'hui handicapée. Handicapée, j'ai pris connaissance de cette affaire dans les journaux, dans les médias. Exactement. Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait que comme une dame martyrisée, rendue handicapée par un monsieur qui dit ben, écoute-moi, j'ai acheté toute la justice congolaise et rien ne peut m'arriver. Ça fait beaucoup de peine parce que c'est une violation qui a été faite, une atteinte à sa personnalité, à sa dignité. Il est important que la justice soit rendue. Il faut rétablir cette femme dans ses droits et donc il faudrait que la justice congolaise agisse pour que cette femme retrouve ses droits. D'accord. Qu'il y ait une réparation. Qu'il y ait une réparation. Heureusement, Philippe Oubara a arrêté le monsieur, mais je voudrais que Philippe Oubara nous montre ce monsieur, parce que là, je suis un peu comme Thomas. J'en doute s'il est ici à Brazzaville. Hein. Il paraît que depuis 3 ou 4 semaines, il est dans les geôles de la DGST. Oui. Bon, alors, madame, bon, je sais qu'il y a une solidarité féminine. Hein. Vous êtes la porte-parole du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. Alors dites-nous, comment vous aviez fait pour être élu? Est-ce que vous avez été élu, désigné, ou comment ça s'est passé? Ben déjà, il faut que l'on dise aux téléspectateurs ce que c'est que le mouvement. Oui. Hein, le mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. Mais avant que vous le dites, on va vous aller arriver, ne vous dérangez pas. Vous avez tout votre temps, oui, et je dois dire que ça me fait plaisir de recevoir une dame. Oui, je suis arrivée dans ce mouvement en tant que citoyenne, par rapport au débat qui a lieu en ce moment dans le pays sur le changement de la Constitution. Et donc cette plateforme a pour vocation de donner la possibilité à toutes les personnes qui veulent s'exprimer sur la question de pouvoir le faire. Et donc, étant interpellée par cette question, et donc je suis venue dans ce mouvement pour m'exprimer en tant que citoyenne. D'accord, mais pour que vous soyez la porte-parole, ça a été une désignation ou une élection? Ben, ça a été, c'est ce que vous appelez par désignation. C'était un additionnement, on a vu que Madame Gambo Rosemonde est brillante. Non, il y a des critères. Parce que quand on arrive dans un mouvement comme celui-là et dans une question aussi importante, il est important que la voix qui porte, la personne qui porte en fait, qui incarne en fait le mouvement, remplisse un certain nombre de critères. Et donc ces critères ont été définis et c'est sur la base de ces critères que j'ai été donc désignée comme porte-parole du mouvement. Brilliant, définition, c'est pas grave. Hein. Mais maintenant, vous allez nous dire ce que vous voulez dire d'abord. Quand on parle de mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel, ça veut dire quoi tout ça? Ben, le mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel, c'est une plateforme, comme je l'ai dit, qui a été mise en place, qui rassemble toutes les forces vives de la nation. Il s'agit des partis politiques, il s'agit des associations, des ONG, des individualités qui pensent que la Constitution du 20 janvier, du 20 janvier 2002 ne doit pas être changée, qu'on doit la maintenir. Et donc cette plateforme a été mise en place pour permettre à toutes les personnes qui soutiennent dans cette vision de pouvoir s'exprimer et de mener ce combat ensemble. Alors, donc c'est un ensemble, il y a les ONG, des associations, des partis politiques. Tout à fait. Et tous sont ceux qui sont contre le changement de la Constitution. Tout à fait. Et puis, c'est la société civile ou pas? Non. Mais la société civile, c'est les associations, les ONG. C'est une force vive de la nation. Ah oui. Donc, on la retrouve dans cette plateforme. Donc, voilà. Et le coordinateur, c'est Clément Mirassa. Tout à fait. Donc, vous avez regardé un peu dans tout l'espace politique du Congo. Et vous avez choisi que vous voulez seulement que ce soit un monsieur comme Clément Mirassa qui est du passé. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu des nouveaux leaders politiques pour mettre à la tête. Monsieur Clément Mirassa, c'est vrai qu'il est un homme politique, mais c'est avant tout un citoyen congolais et qui partage la vision de. Vous savez pourquoi je pose cette question? Oui. Parce que je vois une jeune femme comme vous, j'aurais imaginé que
au Congo, il y a quand même aussi les jeunes. Parce que vous avez donné les noms des gens, je peux donner les noms que je connais qui sont chez vous là. Le Wilfried Kouvouvou. Oui, il y a beaucoup de jeunes. Patrick Eric Mampouya. Oui. Pourquoi ces gens, les Wilfried, Patrick Eric Mampouya, pour en citer, ne peuvent pas être coordinateurs? Vous êtes jeune, comme je vous vois, madame. Tout à fait. Et très belle. Mais vous choisissez, peut-être vous avez choisi Clément Mirassa. Pourquoi? Le principe, en fait, au niveau de la structuration du mouvement, on a tenu à ce que toutes les forces vives soient représentées. Au niveau il y a un comité de pilotage, au niveau de la coordination, on a tenu à ce que les partis politiques jouent un rôle, que les individualités jouent un rôle, que la société civile joue un rôle, que les associations soient représentées. Donc, M. Mirassa a été choisi comme coordinateur, mais il représente aussi les partis politiques. Parce qu'on ne peut pas, la question de la concession est une question politique. Et elle concerne aussi la nation congolaise, donc c'est une question aussi citoyenne. Donc on a tenu à ce que les politiques jouent un rôle important, que les individualités, comme je viens de le dire, les associations, mais on n'a pas fait une fixation sur M. Clément Mirassa. Ça aurait pu être un autre homme politique également. Est-ce que vous ne voyez pas que quand vous mettez Clément Mirassa, on pense un peu que c'est le mouvement, ce qu'on appelle le parti d'opposition radicale? Non, pas du tout. Parce qu'il faut faire la distinction entre un parti politique et un mouvement. Au niveau, la différence se situe au niveau de l'objectif. Le parti politique a pour objectif la conquête du pouvoir. Nous ne sommes pas dans une dynamique de conquête du pouvoir. Nous sommes dans une dynamique où il faut défendre la Constitution, donc dans une dynamique citoyenne. Il n'y a pas possibilité de faire l'amalgame entre les deux structures. Mais vous faites déjà l'amalgame, parce que si vous êtes seulement pour le respect de l'ordre constitutionnel, comme vous dites, vous devez vous dissocier avec les gens comme Clément Mirassa, Mathias Ndong, Tati Mabiala et les autres. Nous ne faisons aucune exclusion. Est-ce que ce n'est pas que vous êtes quand même ils sont stratèges en vous envoyant? Ils ont cherché une belle femme comme vous, qui parle très bien, et ils l'ont mis devant. Non, pas du tout. Et ils se sont cachés derrière. Non, ce n'est pas du tout ça. Parce que si je vois bien, eux aussi sont contre le changement de la Constitution. Oui. Et je commence à constater qu'en termes de communication, ils sont brillants. Ils ont changé de stratégie. J'ai reçu M. Mirassa ici. Et non, c'est pas du tout ça. Le fusil d'épaule chez vous, ils ont dégainé quelque chose d'extraordinaire, parce que dans l'espace politique au Congo, on ne voit pas beaucoup de femmes. Je vous ai cité, on voit Alette Soudan Nono sur le PCT. Il y a Esther Ngayam Aïssou. Ouais. Donc je dis quand même, c'est quand même rare de voir les jeunes femmes. Hein. Donc j'ai cité là-bas les deux que je connais au PCT. Alex Soudan Nono et puis Madame Esther Aïssou, si je ne prononce pas mal, oui. Et puis chez vous, ils ont coup de chapeau. C'est vous qui êtes sorti et vous dites maintenant que non, nous, on n'est pas pour la conquête du pouvoir, on est seulement pour l'ordre constitutionnel, c'est bien beau. Mais quand on regarde, eh bien, on voit que celui qui est derrière vous, c'est Clément Mirassa. Et qui dit Clément Mirassa dit Mathias Ndong, Mokweke, Kinfusia. Il représente, comme je viens de le dire, il représente les partis politiques. Et le choix qui a été porté sur ma personne, c'est pas une stratégie, je veux dire, en matière de communication. C'est parce qu'il y a eu des critères. Et je représente aujourd'hui cette nouvelle génération, cette jeunesse qui veut s'exprimer. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le paysage politique ou dans le paysage national, on a besoin d'un renouvellement de la classe politique. Également, on a besoin d'entendre un nouveau discours. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont un discours, qui veulent s'exprimer. Et je pense qu'on aurait eu notre femme comme moi ou un autre jeune qui aurait rempli ces critères, on n'aurait pas, cette personne aurait pu être choisie. Mais j'ai fait la démarche personnelle de venir dans ce mouvement parce que je pensais qu'il était important que je puisse faire entendre ma voix, que je puisse participer à ce débat parce que je crois que il y a une vision que notre pays aujourd'hui doit changer,
qu'il y a des choses qu'on ne peut pas permettre, qu'on ne peut plus permettre, telles que l'instabilité constitutionnelle que notre pays connaît depuis les indépendances. Et aujourd'hui, je porte cette voix et j'ai cette conviction que j'ai un rôle à jouer. Donc j'arrive au mouvement et le choix se porte sur ma personne. C'est vrai ce que vous venez de dire, que je suis confronté au quotidien à cette analyse, comme quoi je suis utilisé par les politiques pour pouvoir pour leur permettre en fait d'atteindre leurs objectifs. Mais moi je tiens à préciser que le mouvement citoyen n'est pas un parti politique, même si on trouve M. Mathias Jean, même si on trouve M. Mirassa, enfin toutes ces grandes figures de la politique, ça ne veut pas dire qu'ils se servent du mouvement pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Moi, je les considère en tant que citoyens. Et je viens dans ce mouvement qui rassemble toutes les forces vives de la nation, où il faut absolument qu'il y ait des partis politiques, et dans notre pays, lesquels ont occupé la scène politique. Ceux qui sont dans la majorité présidentielle, on a le PCT et tous les partis de la majorité présidentielle. Mais dans l'opposition, on a ces figures politiques et on est obligé de faire avec. Mais je ne suis pas leur instrument. Je suis arrivé avec mon indépendance, avec ma liberté de penser, avec ma vision du pays, et cette vision, je l'ai partagée, et c'est ce qui a fait que le choix s'est porté sur moi, parce que chacun s'est reconnu dans mon discours, et j'ai également incarné les critères, j'ai rempli les critères qui ont été définis pour occuper cette place. Madame Gambou, pardon. Moutsara Gambou. Si le jour où il y avait étonnant voyageur, oui, vous ne partez pas sur la plateforme, arracher le micro, dire ce que vous avez dit, vous pensez qu'il devait vous désigner pour être le porte-parole? C'est pas du tout sur cette base-là. Vous ne pensez pas? Non, pas du tout sur cette base-là. Les contextes sont différents. Sur étonnant voyageur, c'est une démarche personnelle, c'est un engagement que j'ai pris. Je suis écrivaine. Et l'écrivain dans notre société doit jouer un rôle très important. Notamment, je pense que la fonction de l'écrivaine est de tirer la fenêtre d'alarme lorsqu'il y a une injustice sociale. Et le festival Voyageurs s'est tenu à un moment où il se passait une situation que moi j'ai pensé inadmissible. Il s'agissait des populations réfugiées, sinistrées à la suite des pluies diluviennes, les citoyens les habitants de Nfilou qui sont retrouvés, qui sont installés dans la mairie de Makelekele pendant 2 mois. Et rien ne se faisait. C'est une situation qui m'a beaucoup indignée et j'ai pensé que dans ma position d'écrivaine, d'intellectuelle, il était important que je porte cette cause et que je me fasse le porte-voix en fait de ces populations. Et l'étonnant voyageur a lieu, qui réunit les écrivains, et j'ai pensé que c'était pour moi là une opportunité pour pouvoir attirer l'attention des autorités, attirer l'attention de la communauté internationale sur cette situation qui était inadmissible dans notre pays. Nous avons des citoyens qui sont sinistrés dans un pays qui appartient à un pays riche, qui a toutes les structures, toutes les ressources, et qui les prive de leurs droits les plus fondamentaux, notamment le droit à un toit, le droit à la santé, à la sécurité. Il fallait voir ces populations. Il y avait des femmes, il y avait des enfants qui vivaient dehors, et on était en pleine saison, la saison des pluies. Et les personnes dormaient dehors, à même le sol, certains avaient des matelas, mais on ne peut pas accepter une telle situation dans notre pays. Et à chaque fois que je passais, parce que j'habite pas loin de là, à chaque fois que je passais, je me disais qu'il fallait faire quelque chose. Et depuis, il y avait une solution à être trouvée? Dans les jours qui ont suivi, les populations ont été indemnisées et ont pu, pour certaines d'entre elles, retrouver un toit. Comme quoi, il fallait que vous poussiez cette cri de gueule, alors. Il fallait faire quelque chose. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça aussi pour les gens de sinistrés du 4 mars? Beaucoup aujourd'hui sont toujours... Mais ce jour-là, je parlais ce jour-là des sinistrés de Makelekele, mais j'ai parlé aussi de ces sinistrés de 4 mars. J'ai été moi-même à Djiri, j'ai été moi-même voir à Kintele les structures qui ont été mises en place, les conteneurs dans lesquels les parents, enfin ces citoyens congolais vivent.
ça fait monter en moi une dose d'indignation. Et ce jour-là, j'ai dénoncé en fait cette situation générale des populations congolaises qui étaient marginalisées, privées de leurs droits, alors que l'État a l'obligation d'assurer à chacun cette sécurité, cette dignité humaine. Et vous croyez que l'État ne fait pas assez ou l'État ne fait pas du tout? Mais non, il suffit de lire la réalité. Il suffit d'observer la réalité pour se rendre compte. L'État fait quelque chose. Non, il y a des actions qui sont certainement qui sont menées, mais elles ne sont pas toujours adaptées à la réalité. Comme quoi, par exemple? Attendez, lorsque vous regardez, moi je suis les actions du ministère chargé des affaires sociales, par exemple. Il y a des actions qui sont mises en place, des aides aux handicapés, mais ce n'est pas suffisant. Moi j'estime qu'on peut faire plus pour un pays comme le nôtre. Avec les ressources que nous avons, avec l'argent, les profits générés par le pétrole, on peut faire mieux et que le citoyen congolais peut avoir une vie meilleure que celle qu'elle a aujourd'hui. Le citoyen congolais peut avoir mieux qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, vous avez écrit combien de livres? Je suis auteur de 2 romans. Les nouvelles d'Héloïse et les papiers de maman. Et également, je suis l'auteur de la nouvelle Les Sautes l'Ampleur qui a été primée par l'Agence de la francophonie en 1998. Ah bon? Oui, l'agence a assisté. Ça, c'est extraordinaire. Bon, maintenant, madame, la question que je vais vous poser, vous suivez l'actualité? Tout à fait. Et vous dites que vous êtes contre le changement de la Constitution. Et vous-même, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes contre l'instabilité politique qui a marqué l'histoire du Congo. Et vous ne voyez pas que vous êtes un peu contradictoire, madame? Non, pas du tout. Vous êtes contre l'instabilité. Oui. Et maintenant, on voudrait, le gouvernement et d'autres, le peuple congolais, une grande majorité, voudrait qu'il y ait une constitution qui est adaptée à la réalité du 21e siècle, du Congo actuel. Il n'y a pas de contradiction. Et une grande écrivaine comme vous, primée par la francophonie. L'agence, la CCT, oui. La CCT, une agence de la francophonie, une grande organisation très respectueuse comme elle est. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas que le Congo soit un pays moderne. Pourquoi? Vous voulez que... Enfin, qu'est-ce qu'on appelle par modernité? On va parler de l'instabilité constitutionnelle de notre pays. En 54 ans, le Congo a eu son indépendance en 1960. Et depuis, nous avons connu plus d'une dizaine de textes, je veux dire fondamentaux. À chaque fois, les constitutions ont été changées au gré des circonstances. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas, j'ai le sentiment que c'est la même chose qui se produit. On veut changer la Constitution du 20 janvier 2002. Ce qui dérange, ce sont les motivations. Lorsque l'on dit qu'il faut adapter la Constitution actuelle à la réalité congolaise, quelle est cette réalité? Et comment veut-on adapter cette Constitution? Mais lorsque l'on regarde les arguments qui sont avancés par la majorité présidentielle, on se rend tout simplement compte que le mobile, c'est de maintenir un homme au pouvoir. Parce que la Constitution du 20 janvier 2002 l'homme qu'on veut maintenir au pouvoir, c'est qui? C'est le président actuel, le président Denis Sassou Nguesso. Est-ce que le président Denis Sassou Nguesso au Congo, le président Sassou Nguesso n'est plus être au pouvoir aujourd'hui, mais le Congo continuera. Mais il y a les gens qui sont pour le changement disent ceci. Oui. La Constitution de 20 janvier 2002 donne beaucoup de pouvoir au président de la République. Il est comme un roi. Non, pas du tout. Le Parlement est inactif. Le Sénat a un doctorat des vieux politiciens. Et il veut que les jeunes gens comme vous aient un rôle dans la société. Non. Et donc il veut une nouvelle constitution qui parle encore des femmes brillantes comme vous, madame. Oui. Il y a une femme qui est passée ici hier, madame Kanda, a dit que cette nouvelle constitution qu'ils sont en train de prôner, c'est pour prendre en considération la cause de la femme. Donc vous êtes contre les femmes? Non, pas du tout. Lorsqu'on parle des pouvoirs, les pouvoirs qui sont entre les mains du président de la République, nous sommes dans un régime présidentiel.
Mais il est plus que Barack Obama, le président peut décider aujourd'hui. Lorsque vous lisez la Constitution, il y a bien une séparation de pouvoirs. Le pouvoir exécutif a ses pouvoirs, a ses fonctions, ses prérogatives. Le législatif a également ses prérogatives. Donc il dispose de moyens pour pouvoir contrôler le gouvernement. Il y a l'article qui définit tous les prérogatives du Parlement, des parlementaires. Il y a des méthodes. Il y a par exemple la question écrite, il y a la question orale, il y a l'enquête parlementaire. Oui, madame. Mais le problème se situe au niveau où il faut se poser la question de savoir pourquoi les parlementaires n'exercent pas ces pouvoirs qui leur sont attribués pour pouvoir contrôler l'action du gouvernement. Je ne pense pas que le fait que l'on puisse dire que le président de la République a entre ses mains tous les pouvoirs justifie le changement de la Constitution. Parce que la Constitution du 20 janvier 2002 ne parle pas de changement, mais plutôt de révision ou de modification. Il y a des dispositions qui définissent les règles sur lesquelles on peut procéder à une modification ou à un changement, mais on ne parle nulle part, il s'agit de changement de la Constitution. Et ce qui se fait aujourd'hui, simplement la motivation, c'est que la majorité présidentielle veut contourner les verrous qui sont compris dans cette Constitution, parce qu'il y a une limite, la limitation du nombre de mandats à travers l'article 57. La majorité présidentielle se rend tout simplement compte que le président actuel a exécuté 2 mandats et qu'il est à 2 ans de la fin de son deuxième mandat, donc il ne pourra pas se présenter en 2016, et cela les dérange beaucoup. Et pour pouvoir contourner cette difficulté, on veut changer la Constitution. Parce qu'au niveau de la révision, l'article 425 fixe, définit les dispositions qui ne peuvent être modifiées, notamment l'État, le caractère républicain, la laïcité de l'État, et également le nombre de mandats. C'est là où réellement se situe le problème. Oui, la seule solution pour la majorité présidentielle, c'est de changer la Constitution. Et ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Dans notre pays, ce n'est plus possible. Non, c'est vous qui le dites. Oui. Vous ne voulez pas accepter, c'est vous qui ne voulez pas l'accepter. Mais est-ce que vous saviez que d'autres Congolais veulent qu'on le change, pas parce qu'ils ont une fixation sur le président de la République, mais ils disent, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il faut une constitution qui est adaptée à la réalité. Donc ma question que je vous pose, madame, vous êtes une femme, non? Tout à fait. Vous n'êtes pas... Je donne un exemple ici, madame Barros est aujourd'hui handicapée parce que c'est une femme. Pas un monsieur libanais au Djedj. Oui. Et la nouvelle constitution qu'on veut que la majorité présidentielle ou d'autres Congolais, ils ne voulaient pas que d'autres Congolais, ce n'est pas la majorité présidentielle, ils n'ont pas le droit de dire que bon écoute, nous on veut que les femmes comme vous soient protégées dans la nouvelle constitution qui peut être créée. Mais la Constitution protège tout le monde. Le principe de la démocratie, c'est l'égalité de tous devant la loi. Lorsqu'on parle du titre 2 de la Constitution, il y a les droits et les devoirs des citoyens. On dit que l'État doit garantir à chacun l'accès à la justice. Et lorsqu'on parle des citoyens, il y a les femmes, il y a les hommes. Dans le cas de la dame dont vous venez de parler, c'est simplement la justice qui doit faire son travail. C'est la justice qui doit faire en sorte que cette citoyenne se retrouve en sa dignité, que la personne qui l'a mise dans cet état réponde de son acte. Mais ça n'a rien à voir avec la Constitution. Ça ne veut pas dire que les femmes et les hommes ne bénéficient pas des mêmes droits. C'est pas ce qui dit dans la Constitution. Je pense qu'il y a un problème au niveau de l'interprétation de cette Constitution. Ceux qui disent oui, est-ce que ont-ils pris connaissance de la Constitution? Et il n'y a pas de Constitution parfaite nulle part dans le monde. Il y a, comme vous prenez le cas des États-Unis par exemple, la Constitution est vieille de 200 ans. Mais à chaque fois, on l'amende. Il y a des amendements qui sont faits. Mais ce n'est pas pour autant qu'on change, qu'on procède à un changement de Constitution. Il en est de même pour la France. Alors pourquoi chez nous simplement parce qu'on pense que les réalités seraient différentes ou que la Constitution ne reflèterait plus les réalités congolaises actuelles, qu'il faut changer la Constitution. On ne peut pas l'accepter, on peut modifier, on ne dit pas que la Constitution actuelle est parfaite, mais on peut procéder à la révision. Vous pouvez procéder à la révision. On va voir tout à l'heure, quand on va revenir, je vais vous poser la question, pourquoi vous pensez toujours
on ne peut pas, est-ce que ce n'est pas un peu dictatorial? Vous ne voulez pas, semble-t-il, accepter les positions des autres, et on va un peu en parler d'autres sujets, un peu pourquoi vous-même, vous savez, ce Parlement que vous voulez défendre tant, c'est un Parlement, quand il convoque les ministres, ils ne viennent pas, donc ça veut dire que c'est un Parlement qui n'est pas solide, donc il faut qu'on la change pour avoir un pays démocratique. On ne change pas la Constitution pour ça. Bon, on va voir tout à l'heure, vous allez donner votre position, donc ne quittez pas. Bienvenue dans le monde Africa. Aujourd'hui, on gère en famille. Monsieur Salah est fonctionnaire à Brazzaville. Sa femme réside à Pointe-Noire et sa fille fréquente à l'étranger. Il a acheté sa carte Africa en même temps que celle de sa femme et de sa fille. À chaque fin de mois, il charge leur carte de Brazzaville pour des besoins familiaux, soit en cash, par chèque, par virement de son compte via Direct. Par ce moyen, Osala est rassuré car il sait que sa famille aura instantanément le montant recherché. Sa femme retire l'argent pour les dépenses mensuelles de la maison et sa fille gère son argent de poche et sa scolarité. En plus, Osala a recommandé Africa à tout son entourage et ils peuvent se soutenir mutuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de besoin, à partir de l'accès à leur carte via le site web. N'est-ce pas génial? Véritablement génial. Africa, votre carte Visa prépayée rechargeable avec son compte bancaire, vous attend dans les agences UBA et sur tous les revendeurs agréés. Africa. Mieux qu'une simple carte bancaire, un ensemble de solutions. UBA, Africa's Global Bank. Voilà, vous êtes toujours sur MN Télévision et l'invité n'a pas changé, c'est toujours Madame Gilda Rosemonde Mounsara Gambo. Excellent, Madame Bock. Et avant l'interruption publicitaire, nous parlions là de cette constitution qui n'est plus adaptée à la réalité congolaise. Le Congo maintenant est stable, ça fait 17 ans, il y a une croissance économique. Mais le problème de cette constitution est qu'elle a été faite parce que vous savez, ceux qui sont pour le changement disent c'était une constitution d'après-guerre. Il fallait qu'on remette l'ordre. Maintenant, il faut une constitution qui respecte la réalité congolaise, qui respecte la réalité africaine, qui respecte la réalité bantou. Vous êtes bantou, madame? Bien entendu, oui. Et madame Kanda dit ici, il faut que ça soit une qui respecte la réalité congolaise. Mais vous ne voulez pas une constitution qui respecte la réalité congolaise, pourquoi? D'abord, il faudrait qu'on précise une chose. Moi, je me situe au niveau de l'argument principal. On veut changer la Constitution, ça je le redis, pour maintenir le président actuel. Alors, laissons le président. Mettons le président à part, parce que regardez, le président Denis Sassou Nguesso, il est un Congolais comme tout le monde. L'histoire, c'est le Congo. Non, le problème, c'est que le président de la République actuellement a exécuté ses 2 mandats. Et la Constitution dit qu'on ne peut pas avoir brigué un 3e mandat. Mais est-ce que le président vous a dit, vous avez suivi tout, dans tout ce qui se passe là, oui. Est-ce que le président de la République du Congo vous a dit à un moment qu'il veut se présenter ou pas? Non. Il a laissé que tout le monde s'exprime, vous vous exprimez, les autres. Bon, la question ici est ceci. Vous aimez le Congo ou pas? J'aime mon pays, c'est mon pays. Vous aimez le Congo? Bien sûr. Et est-ce que vous êtes aussi un démocrate? Tout à fait. Vous aimez la démocratie, vous aimez la liberté d'expression. Tout à fait. Vous aimez avoir les contre-pouvoirs. Vous aimez un système ou les contre-pouvoirs? Monsieur Elie Smith, non, vous aimez une question. Non, vous aimez un pays qui a les contre-pouvoirs. Très important. C'est vrai. Aujourd'hui, oui, vous aimez un pays. On ne peut pas changer la Constitution. Je vous pose la question. On ne peut pas changer la Constitution du 20 janvier 2002, non. Simplement parce que déjà, elle n'a pas été appliquée. Pourquoi elle n'a pas été appliquée? Lorsque vous regardez les dispositions qui sont dans la Constitution du 20 janvier 2002, et lorsque vous observez la réalité, vous observez le quotidien des populations aujourd'hui, eh bien, il y a un grand fossé.
Que nous dit la Constitution? Lorsque vous regardez dans le titre des devoirs et des droits des citoyens, on va prendre simplement, par exemple, l'article 30, par exemple, qui dit que l'État garantit et garant de la santé publique, par exemple. Mais la santé publique passe par quoi? Par un environnement sain. Lorsque vous regardez les endroits publics, les hôpitaux, les écoles, les marchés qui sont insalubres, là, on se rend compte que cet article n'est pas appliqué. Et il y a également... Attends, quand vous dites que quel hôpital il y a beaucoup de hôpitaux... Lorsque vous allez au CHU, lorsque vous allez au CHU, vous regardez l'état dans lequel les malades sont admis, il manque de médicaments, il manque de structures. Le nouveau DG, comme vous passez au CHU est propre, on a fait le CHU à des besoins de base. Vous n'avez pas, vous êtes allé au CHU depuis là? J'ai été au CHU. Vous n'avez pas vu que le CHU a changé? Non. Attendez, de façon générale, il y a encore beaucoup de failles. Et cette constitution, comme je viens de dire, n'a pas du tout été appliquée sur plusieurs points, notamment concernant les droits des citoyens. Lorsque vous regardez, par exemple, l'accès à l'eau potable, par exemple, ça pose un problème. Lorsque vous regardez l'accès à l'électricité, nous sommes encore très loin de cette réalité. Lorsque vous regardez l'état des routes, lorsque vous allez sur la rue Itumbi, par exemple, la grande mare d'eau qui est là, et que cette rue, on l'a refait pratiquement tous les 3 mois, et que les usagers qui passent par là payent des taxes de roulage. C'est la même chose lorsque vous allez au château d'eau, l'état de la route du château d'eau, ça pose un problème. Mais la Constitution dit que l'État doit fournir, ou doit faire le nécessaire pour que les conditions de vie des citoyens soient les meilleures. Et ça passe par tout ça. Ça passe par l'éducation. L'État est garant de l'éducation. Mais l'éducation passe par quoi? Par des structures des écoles modernes, des écoles adaptées au XXe siècle. Mais quand vous regardez l'état des écoles, les écoles sont vétustes, il manque de tables bancs. On dit que l'État est garant protège l'enfance, doit protéger l'enfant de l'exploitation commerciale, par exemple. Lorsque vous allez dans les marchés, vous trouvez des enfants qui vendent. Que fait l'État? Ça veut dire que, quelque part, on ne tient pas compte, on marche sur la Constitution. L'État ne protège pas ses enfants. Lorsque l'on dit que l'État doit protéger les handicapés, mais regardez dans les familles, lorsque vous êtes dans les maisons, combien d'handicapés sont pris en charge par l'État congolais? Il n'y a pas de dispositions qui sont prises. Les familles sont livrées, les mères, les parents sont face à cette situation eux-mêmes sans avoir le soutien de l'État. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la réalité congolaise, que les conditions de vie des citoyens congolais changent. Et pour cela, il faut que ces dispositions soient appliquées. Et nous aspirons aujourd'hui, la nouvelle génération, les Congolais de façon générale, aspirent à un avenir meilleur. Et pour cela, il faut qu'il y ait une alternance politique, qu'il y ait une nouvelle gouvernance. Et l'année 2016 qui approche, eh bien, nous garantit cette alternance de la gouvernance, cette alternance cette alternance politique. Et cela passe par le respect de la limitation du nombre de mandats. Parce que si nous changeons la Constitution aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces dispositions tombent et nous ne pourrons pas voir à la tête de notre État ou de notre pays un renouvellement d'idées. Nous sommes un pays qui sort d'une situation très chaotique. Nous avons connu la guerre civile. Oui. Et nous sommes en reconstruction. Et pour que cette reconstruction soit parfaite, il va falloir que des intelligences se succèdent à la tête du pays, que des idées se succèdent, que des visions se succèdent. Et nous savons que dans le pays, aujourd'hui notre pays, il y a des gens qui ont une vision de notre pays. Oui, mais madame, vous parlez si bien. Vous parlez si bien, alternance, nouvelle classe politique, mais les gens qui vous soutiennent, Clément Mirassa, c'est les mêmes vieux personnes qui étaient là depuis, non? Donc vous prêchez, mais dans votre sein, vous ne faites pas la même chose. Non, mais attendez, j'ai bien précisé que nous sommes dans une dynamique citoyenne, que nous défendons une cause bien précise. Maintenant, en ce qui concerne la tendance politique, lorsqu'il y aura des élections, le peuple fera son choix. Vous n'avez pas dit que c'est M. Clément Mirassa qui sera parti. Pourquoi chez vous, le mouvement citoyen, qui est un mouvement, vous avez citoyenne, société civile, on a des associations. Vous avez tout. Mais pourquoi chez vous, critiquez la majorité là? Ils sont les mêmes, ils ne veulent pas l'alternance, je comprends très bien. Mais
commencez quand même d'abord à balayer devant votre porte. Non. Pourquoi se fait-il que vous avez lancé une nouvelle mouvement? En dehors de vous, madame. Non. En dehors de vous. Vous êtes comme la majorité présidentielle veut remettre en cause les acquis de la conférence nationale. Nous sommes dans une démocratie. Et dans la démocratie, il y a des principes fondamentaux sur lesquels on doit, sur lesquels on ne peut pas passer, les principes qu'on doit respecter, notamment la limitation de nombre de mandats, l'alternance politique. Et aujourd'hui, la démarche qui est entreprise par la majorité présidentielle remet en cause ces principes fondamentaux de la démocratie. Et aujourd'hui, nous dénonçons cela. Que l'on soit du parti politique, que l'on soit de M. Clément Mirassa, que l'on soit de la société civile, c'est une cause juste que nous portons. Et il n'est pas du tout question ici de se servir de ce mouvement, de cette dynamique pour porter à la tête du pays qui que ce soit. Cette question se posera au moment où nous serons dans une dynamique de conquête de pouvoir, où on sera dans une dynamique électorale. Vous n'avez pas d'ambition politique vous-même. Attendez, non, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, je suis engagé dans une cause bien précise. Et la cause, c'est la défense de la Constitution et donc la défense de la démocratie. Personnellement, j'ai fait le choix de la démocratie et je me fais le devoir, je prends la responsabilité de défendre cette démocratie. Vous défendez la démocratie. Oui. Et un bon démocrate est d'abord exemplaire, n'est-ce pas? Le mouvement que vous mettez, vous êtes à la tête, vous n'êtes pas à la tête, vous êtes la porte-parole. Oui. Donc, pourquoi ce mouvement ne se renouvelle pas elle-même? Attendez, on ne parle pas... et dans votre bureau, en dehors de ça, parce qu'on a la tête de l'État. Non, on n'a pas encore même parlé de votre mouvement. Nous parlons de renouvellement à la tête de l'État. Oui, avant de donner les leçons Nous ne donnons pas de leçons, nous sommes dans la défense de principes démocratiques. Et aujourd'hui, nous voyons que dans le monde, sur le continent africain, il faut que les choses changent. Nous avons des chefs d'État qui sont restés trop longtemps au pouvoir. L'Afrique, il y a des pays qui changent, madame. Non. Le ministre de l'Afrique n'est pas un village. Non, je dis que pas un pays quand vous regardez, le Congo n'est pas le seul pays, n'est pas seul dans ce cas. Lorsque vous regardez aujourd'hui, par exemple, le président Boniaï qui a donné sa position, comme quoi il ne toucherait pas, qu'il respecterait, qu'il a lu la Constitution et qu'il ne... Et le Bénin se trouve en Afrique. Bien sûr. Voilà. La RDC dans la même situation. La RDC dans la même situation. Le Burkina Faso dans la même situation. Et nous pensons qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que se passe là-bas? Également, il y a la question sur le changement de la Constitution. Oui. Et les populations se lèvent. L'opposition a pris position pour maintenir la Constitution, pour que le président en place ne change pas la Constitution. La question que je vous pose, madame, vous êtes très brillante. Vous parlez là, c'est très bien. Moi, je suis convaincu déjà. Mais la grande question que je vous pose, c'est ceci. Oui. Pourquoi, bon Dieu, vous avez une fixation sur une seule personne, toutes ces... oui, tout ça c'est parce que le président Sassou veut changer, veut un troisième mandat. Pourquoi vous ne pensez pas au Congo? Vous savez, vous avez parlé de problème au Congo. Attendez, madame, c'est moi qui vous pose la question. Oui. Vous avez dit au problème de l'électricité. Vous avez parlé de problème de la rue Itumbi. Je sais, il y a déjà, c'est comme une piscine qui est dans la route. C'est vrai. Les routes ne sont pas bien faites, on admet. Mais pourquoi vous ne vous focalisez pas à chercher un pays où, pour une fois, on va prendre en considération les préoccupations que vous êtes en train de dire, mais votre problème c'est de dire chaque jour que, donc vous êtes vraiment, quand je vois, c'est quand Clément Mirassa est venu, il a dit il reste 447 jours. Pourquoi vous ne pouvez pas parce que nous basons sur le bilan de qui? Du président de la République. Attendez, lorsque vous écoutez les arguments qui sont donnés par les ministres, par les hommes d'État, qui disent que le président de la République... Non, il n'a pas parlé de Thierry Mongala n'a pas parlé de président de la République. C'est vous qui parlez de Thierry Mongala. Je vous dis simplement qu'il y a des hommes d'État qui par exemple souhaitent... Nous avons par exemple le ministre Alain Akwala, qui a dit que le président de Sassou Nguesso était irremplaçable, que c'est le seul capable de dire notre pays. Bon, et nous nous disons non, attendez. Le président de la République. Oui, en dehors de... se base sur son bilan. Pourquoi? Est-ce qu'on a examiné le bilan du président de la République sur le plan social? Le projet de société, ce sommet d'avenir qui est déroulé, combien ce projet de société coûte au Congo?
Il coûte très cher. Et à côté de cela, les conditions, non, attendez, il coûte des milliards. Quand on entend les chiffres qui sont avancés, et cette semaine d'avenir, et ce chemin d'avenir n'a rien fait au Congo. Non, on ne dit pas qu'ils n'ont rien fait. Ils ont fait quand même quelque chose. Ils ont fait quelque chose. Voilà. Mais seulement, il n'y a pas... Moi, je vous aime parce que vous êtes quand même honnête. Non, ils ont fait quelque chose. Oui. Mais seulement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de répercussion sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Lorsque l'on dirige un pays comme le Congo, un pays qui est sorti de guerre, la priorité, c'est l'humain, la priorité, c'est le citoyen, parce qu'on estime que c'est le Congolais qui a souffert, c'est l'homme qui a souffert. Et moi, je pense que toute action qui doit être menée, tout investissement doit avant tout avoir pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan des deux mandats du président de la République, eh bien, on se rend compte que le Congolais a été oublié. Lorsque vous regardez le quotidien des Congolais, lorsque vous allez dans les écoles, lorsque vous allez dans les hôpitaux, lorsque vous allez... le bilan, il est négatif. Bon, excusez-moi, madame. Bon, excusez. Vous dites que vous avez fait que le bilan est négatif. Oui, et bilan social est négatif. Le bilan social est négatif. Voilà pourquoi un groupe de Congolais disent que comme ce bilan social est négatif, changeons, on a une nouvelle constitution qui fera que on prendra en compte tout ce que vous dites là. Non, pas du et tout. Vous dites non. Ça ne justifie pas du tout le changement de la constitution. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une alternance. Nous voulons que cette constitution soit appliquée, que le peuple congolais en tire le maximum de profit. Parce que dans cette constitution, il y a des dispositions qui lui garantissent un maximum de droits. Un maximum de droits dont il ne jouit pas aujourd'hui. Comme quel droit, par exemple? Non, mais attendez, je vous parle les droits fondamentaux. Je vous parle de l'éducation. Je vous parle de la santé. Le Congo est devenu la Somalie ou la République centrafricaine? Non, pas du tout. Enfin, non, on va pas non plus extrapoler. Non. Mais simplement, il faut voir que les structures qui garantissent au peuple, aux citoyens, l'accès à une bonne éducation ne sont pas réunies, ne sont pas adaptées. Lorsque l'on parle des hôpitaux, les hôpitaux ne permettent pas aujourd'hui aux Congolais de pouvoir se soigner correctement. Il n'y a pas de politique de sécurité sociale. Il n'y a pas de politique de sécurité sociale. On a dit lorsque vous êtes malade, monsieur, c'est gratuit au Congo. Non, pas du tout. Lorsque vous allez à l'hôpital, oui. Il n'y a même pas, vous ne pouvez même pas avoir une paire de gants, vous ne pouvez même pas avoir... Quel hôpital vous parlez, madame? Dans tous les hôpitaux. Lorsque vous allez à Makelekele, lorsque vous allez au CHU, avant qu'on puisse vous traiter, il va falloir que un parent aille à la pharmacie pour chercher, ne fût-ce qu'une paire de gants, pour chercher une seringue, alors que ce sont des choses qu'on devait trouver sur place. Et il y a beaucoup de citoyens qui perdent leur vie pour des détails, pour des éléments de base. Non, madame. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Il y a un problème dans ce pays. Et nous voulons que ça puisse changer. Et pour que ça change, oui. Il faut qu'il y ait un renouvellement de personnes à la tête du pays. Et en ne disant pas forcément que cette personne sera issue de l'opposition. Mais cette personne peut aussi venir de la majorité présidentielle, mais avoir une approche différente des problèmes qui se posent actuellement dans notre pays. On peut être issu du PCT, mais appliquer différemment le projet de société pour permettre aux populations de connaître... Mais vous n'êtes pas contre les gens du PCT? Je ne suis pas contre les gens du PCT. Je suis simplement contre le fait qu'ils veulent maintenir un homme au pouvoir. Et nous avons dit au Congo... Non. Qui du PCT a dit qu'il veut mettre quelqu'un au pouvoir? Il veut maintenir. Attendez, lorsque l'on entend ce qui se dit, lorsque vous voyez le ministre Pierre Mabiala qui va à Sibiti et qui demande aux jeunes, qui donnent les t-shirts pour demander un troisième mandat au président de la République, alors qu'il sait très bien que la constitution actuelle n'autorise pas au président de la République, le président de la République, de briguer un troisième mandat. C'est inadmissible, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter parce que nous sommes en démocratie et que nous avons tourné la page sur la conservation du pouvoir. Mais quel est le problème si on est dans une démocratie à la liberté d'expression? Quel est le problème si Pierre Mabiala il a dit, c'est son opinion, qu'il veut que le président ait un troisième mandat? Quel est le problème? Mais il ne peut pas aujourd'hui demander un troisième mandat pour le président de la République. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que Pierre Mabiala a le droit de donner son point de vue? Vous donnez votre point de vue? Il donne son point de vue. Il a donné son point de vue. Nous lui disons simplement son point de vue. Madame Moutsara Gambou, vous avez donné votre point de vue. Tout à fait. Et votre point de vue, c'est que vous ne voulez pas que le président ait un troisième mandat. Parce que ce n'est plus possible dans notre pays. Ce n'est plus possible. Nous ne pouvons plus l'accepter. Donc, votre problème, si j'entends bien,
vous vous en foutez si cette constitution est mauvaise, mais vous avez une fixation sur un seul homme. Je pense que le terme... non, attendez. Non, il n'y a pas... Nous sommes d'accord. Vous venez de reconnaître que cette constitution ne résout pas de problèmes. Non, oui ou non? Parce qu'elle n'est pas appliquée. Oui ou non? Parce qu'elle n'est pas appliquée, M. Eli Smith. Cette constitution ne résout pas le problème parce qu'elle n'est pas appliquée. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette disposition qui est comprise... Et quand vous parlez de... Attendez, j'admets. Oui. Quand vous parlez qu'il y a le problème d'alternance, oui. Donc vous pensez que si la constitution est changée, il n'y aura pas d'alternance? Non, pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, les verrous tombent. Ça veut dire que le président de la République peut encore se présenter, avoir un troisième mandat. Et quel est le... Non, attendons, oui. Madame. On va aller doucement. Oui. Vous dites que si la constitution change, il n'y aura pas d'alternance. Non. Il n'y aura pas d'alternance. Non, il n'y aura pas d'alternance. Qu'est-ce qui vous garantit cela? Non, dites-moi, qu'est-ce qui vous fait croire que... Qu'est-ce qui vous fait croire? Non, madame, qu'est-ce qui vous fait croire que... Ça ne me fait pas croire, rien ne me fait croire. Alors, on tient compte simplement des avis, des arguments qui sont avancés. Non, donc vous êtes... Pourquoi vous pensez... la Constitution aujourd'hui? Oui, vous pensez qu'on veut changer la Constitution, pourquoi? Pour maintenir le président de la République au pouvoir. Qui vous a dit... Mais ça, nous le savons. Vous êtes dans la tête du président. Ça a été dit. Vous êtes dans la tête du président pour savoir que si on change la Constitution, il va se maintenir. Je ne dis pas que c'est le président qui s'est prononcé. C'est son entourage, c'est la majorité présidentielle qui souhaite que le président de la République continue. Mais vous savez, ce même président-là, que vous êtes en train de... Vous parlez de lui, là. Oui. Vous savez qu'à une année, à un moment dans ce pays, il a organisé les élections, il est parti. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous... En 92. Ok. Oui. Qu'est-ce qui vous dit que il ne peut pas aussi dire que, bon, moi, je ne veux plus continuer? Mais on attend qu'il se prononce. Mais pourquoi? Mais vous avez déjà mis les charrues avant les bœufs. Nous n'avons pas mis les charrues avant les bœufs. Nous réagissons face aux arguments qui sont avancés par la majorité présidentielle. Et l'argument présidentiel... Non, c'est la majorité... Non, monsieur... Donc les gens de la majorité présidentielle n'ont pas le droit de parler. Ils ont le droit de parler. Ils ont émis un avis. Et nous sommes contre cet avis parce que nous estimons que cet avis ne correspond plus. Ce n'est pas dictatorial, madame. Vous m'avez dit que vous êtes quelqu'un qui aime la liberté d'expression. La dictature... Vous êtes monté sur le plateau la dictature, monsieur Eli Smith, vient du fait qu'on veut maintenir un homme au pouvoir. Madame. Et ça, nous ne pouvons plus l'accepter. La nouvelle génération aujourd'hui veut que les choses changent. Nous ne voulons plus voir des gens qui restent au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans dans notre pays. Pourquoi se fait-il que, madame, dans votre stratégie de communication, c'est Denis Sassou Nguesso? Je vous ai dit, madame. C'est le président de la République. Voilà. Il est le président de la République. Mais ce président, M. Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'il a donné son point de vue? Non. Il ne s'est pas encore exprimé, je vous le dis. Est-ce que vous voyez, vous voulez maintenant, si j'entends bien, interdire aux gens de la majorité présidentielle de se prononcer? On ne leur interdit. On ne leur interdit pas de se prononcer. Comment vous allez vous sentir? Nous venons simplement leur dire que le point de vue qu'ils avancent ne tient pas aujourd'hui. Comment vous allez vous sentir? Oui, comment n'est plus autorisé. Oui, bien sûr. C'est quand même grave. Non, parce que nous ne sommes plus du tout dans le même contexte politique. Quel est le contexte? Nous sommes en démocratie. Et en démocratie, il y a des principes que tout le monde doit respecter. Nous sommes tous sous la démocratie la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, notamment au niveau de la Constitution. Dire aujourd'hui que le président de la République doit continuer, doit briguer un troisième mandat, c'est dire qu'on ne respecte pas la Constitution. Or, personne aujourd'hui ne peut se considérer comme étant au-dessus de la Constitution aujourd'hui. Madame, est-ce que les gens, si les gens de la majorité présidentielle aujourd'hui vous disent aussi que arrêtez de spéculer, qu'est-ce que vous allez dire? Nous ne spéculons pas. Nous donnons notre avis, nous donnons notre position et nous défendons. Et nous défendons la nation, nous défendons l'alternance. Et ils défendent quoi? Ils défendent un homme, il faut le reconnaître, ils défendent un homme. Et quelle est la différence entre vous et eux? Eux, ils défendent un homme, vous avez une fixation sur un homme. Nous défendons la démocratie. C'est vrai ou non que vous avez... notre pays qui s'est engagé dans le processus de la démocratie. Est-ce que c'est vrai? Continue sur cette voie. Et leur position aujourd'hui remet en cause les acquis de la conférence nationale, qui nous garantit l'état de droit, qui nous garantit la démocratie à travers aujourd'hui l'alternance politique. Et cette alternance politique va se concrétiser en 2016. Donc leur position aujourd'hui, va imposer notre pays un bond en arrière. Et ça, nous ne voulons pas. Quelle est leur position? Je ne comprends pas leur position. Mais la position, leur avis, quand ils veulent maintenir un homme au pouvoir. C'est un avis. C'est un avis. Non, c'est un avis, mais aujourd'hui que nous dénonçons.
Donc, Que nous, que, vous ne voulez pas donc si je vous entends bien, madame, oui. vous ne voulez pas qu'eux ils disent que on veut un troisième mandat. Ça ne vous plaît pas. Ce discours-là ne peut plus être tenu au Congo. Est-ce que ce n'est pas Non, dictatorial? ce n'est ça? pas du tout dictatorial. Donc, il y a des choses qu'on ne doit plus dire. Non, donc ça veut dire que si c'est vous maintenant qui en êtes là, démocratie, on ne peut plus se permettre ce genre de propos. qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des principes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un homme reste au pouvoir. Bon, maintenant, vous vous basez sur quoi? Vous vous basez... Nous nous basons sur le texte. Nous nous basons sur la Constitution, qui n'autorise plus, nulle part ailleurs, dans aucune démocratie dans le monde, on autorise un homme de conserver le pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que la majorité veut conserver le pouvoir? Je ne comprends pas jusqu'à l'heure actuelle. Vous avez cité Thierry, non, vous avez cité Alain Akwala. Ne faites pas celui qui ne veut pas comprendre. Non, moi je ne suis pas entendu. Je n'ai pas entendu. Les arguments, nous nous basons sur les arguments qui sont avancés. Oui. Le débat sur la Constitution. C'est un débat, on voit. C'est un débat. Voilà. On dit officiel par le président de la République. Il veut entendre tous les citoyens congolais. Y compris vous. Y compris moi. Voilà. Il en veut changer, oui ou non, la Constitution. Oui. Alors, chacun s'exprime. Oui. Maintenant, après, quels sont les arguments? Quels sont les avis qui sont donnés? Aujourd'hui, mais vous ne voulez pas que les autres donnent leur avis. Ils ont donné leur avis. Et maintenant, vous donnez le vôtre. Nous n'acceptons pas ce discours aujourd'hui. Oui. La Constitution n'est pas parfaite. N'excluons pas le fait qu'il y a peut-être des faiblesses. Comme par exemple, on peut améliorer. Quelle est la faiblesse qu'il y a dans cette Constitution? Attendez, moi je pense que si demain on pense qu'il faut peut-être changer, donner peut-être plus de, je veux dire, au niveau de l'équilibre peut-être du pouvoir, lorsqu'on parle par exemple de l'âge pour pouvoir être président de la République par exemple, il faut l'âge minimum, quand on dit c'est 40 ans, on peut avec le temps peut-être apporter une petite modification, une révision, voilà, parce qu'il y a des jeunes, mais ça ne justifie pas le changement de la Constitution. Vous les jeunes, ça ne justifie pas le changement de la Constitution, M. Elie. Ça ne justifie pas le changement. Ça peut faire l'objet d'une révision. Et il y a une procédure qui est prévue par la Constitution. Il faut une loi organique, il faut que l'initiative soit prise soit par le président ou soit par le Parlement. C'est l'article 185 qui le dit, ou l'article 184. Et l'article 85 dit qu'il faut qu'on prenne une loi organique qui va fixer les règles de cette révision. Nous ne sommes pas contre une révision de la Constitution, mais le fait qu'on puisse trouver des failles dans la Constitution ne justifie pas un changement. Dans quel contexte peut-on changer une Constitution? C'est lorsqu'il y a une crise politique, lorsqu'il y a une opportunité politique, lorsque les institutions ne fonctionnent pas, lorsque les institutions tombent. Or, nous sommes dans un contexte où les institutions fonctionnent. Et nous sommes dans un contexte où le pays se reconstruit. Et on a besoin pour cela que nous ayons une stabilité constitutionnelle, que les lois soient fortes, établies et respectées par tous, et que nous puissions aller de l'avant. Or, la démarche que nous propose aujourd'hui la majorité présidentielle, eh bien, c'est une démarche qui ne favorise pas le progrès. Bien au contraire, nous ramène en arrière sur le plan institutionnel. Elle amène en arrière sur le plan constitutionnel. Selon vous, il y a un certain internaute, il s'appelle Humanista Freedom. Bon, nom bizarre. Elle pose la question... n'avez-vous pas peur d'être accéléré par le pouvoir? Est-ce que le pouvoir vous accèle? Non, pas du tout. Nous sommes en démocratie, monsieur Elisabeth. Vous reconnaissez qu'on est dans une démocratie? Lorsque vous lisez la Constitution. Non, c'est une question que je vous ai posée par vous êtes une démocratie. Nous sommes en démocratie. Raison pour laquelle ce débat se tient. Chacun doit s'exprimer. Chacun doit s'exprimer. Bien sûr. Même pour les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Chacun s'exprime. Maintenant, après, ça dépend des arguments. Nous sommes contre les arguments. Nous ne sommes pas contre que les gens s'expriment. Voilà, votre question est posée par Monsieur Aubin, héritier Mboukou. Comment fera-t-elle? Comment vous allez faire pour rencontrer une jeunesse divisée par la politique, car une partie de celle-ci bouffe les 10 000 francs d'autrui pour le changement de la Constitution? Mais qui est-ce qui leur donne les 10 000 francs? Moi, je pose la question des héritiers. Ben voilà.
Donc, nous pensons... Vous payez combien pour... Non, on ne paye rien du tout. Dans les décisions que cette personne, vous ne donnez l'argent à personne. Non, nous donnons l'argent à personne parce que justement, nous pensons qu'aujourd'hui, la jeunesse doit être responsable. Et la responsabilité commence par assumer ses convictions. On doit s'engager par conviction et non par nécessité. Et au niveau du mouvement citoyen, nous avons une démarche citoyenne qui est celle d'aller vers les jeunes à travers les rencontres citoyennes pour qu'il y ait un échange, pour que chacun essaie de comprendre, déjà comprendre ce que c'est que la Constitution, la démocratie, et également leur faire comprendre la nécessité de défendre cette Constitution. Je vais poser une question, madame. Est-ce que vous avez été un jour harcelé par la police? Pas du tout. Bien. Donc vous reconnaissez qu'il y a une liberté au Congo? Il y a de la liberté, puisque l'article 19 garantit à chacun la liberté d'expression. Il appartient à chaque citoyen d'exercer cette liberté d'expression. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que je fais. En venant dans le mouvement citoyen, j'ai voulu exercer mon droit fondamental, donc ma liberté de pouvoir m'exprimer. Et j'invite les citoyens, les Congolais, les jeunes à pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, notre pays a besoin que la jeunesse prenne ses responsabilités. Nous parlons d'avenir. Lorsque nous parlons aujourd'hui du changement de la Constitution, nous nous projetons dans l'avenir. Et cet avenir, ce sont les jeunes. Si les jeunes aujourd'hui ne prennent pas part à ce débat, s'ils n'expriment pas leur avis, et bien d'autres personnes vont décider à leur place. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse a trop subi les décisions prises par cette classe politique. On sent qu'elle a besoin de se renouveler. Et pour qu'elle se renouvelle, il faut que la jeunesse s'impose. Il faut que la jeunesse s'exprime. Et pourquoi dans le mouvement citoyen, ce n'est pas des jeunes qui sont à la tête? Il y a des jeunes. Qui, par exemple? Donne un nom, madame. Attendez. Me donnez un nom. Vous n'avez pas de nom. Non, nous avons monsieur... vous avez monsieur Éric Montpellier. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le mouvement citoyen. Vous avez choisi deux personnes pour parler, qui vous et Mampouya, ce n'est fait pas les jeunes. Vous me demandez quelques noms, je vous les donne. D'accord. Bon, ok. Madame Hilda. Oui. C'était un honneur, Madame Hilda Mansourou. Mounsara. Je voulais simplement dire une chose. Oui. C'est que lutter, le combat que nous menons est un combat juste et légitime. Et attendez, vous savez, moi personnellement, j'ai pris cet engagement et j'ai besoin tous les jours de me rappeler en fait cet engagement. Et aujourd'hui, vous constatez que je porte ma montre à droite. Simplement parce que tous les jours, j'ai besoin de me rappeler de cet engagement, de ce devoir que j'ai de pouvoir défendre cette Constitution. Et j'invite les jeunes aujourd'hui, ceux qui pensent, ou les citoyens qui pensent que ce combat est juste, que la Constitution doit être maintenue et de porter leur montre à droite. Et je vous avoue aujourd'hui que lorsque vous regardez la majorité présidentielle, tout le monde n'est pas pour le changement de la Constitution. Simplement, bon, là-bas, il y a la démocratie là-bas, il y a la liberté là-bas. Chez vous, c'est le totalité. Non, il faut que les gens s'expriment. Et vous avez reçu sur ce plateau le secrétaire général du PCT. Oui. Il porte sa montre à droite. Tout le monde. Il porte sa montre à droite. L'avez-vous remarqué? Ah non, c'est sûr, si les gens portent les montres à droite. Il n'est pas d'accord avec les gens. Il y a des gens qui portent les montres à gauche. Normalement. Mais vous avez dit, pour conclure, vous avez dit que vous avez une lutte juste. Oui. Donc ceux qui sont pour le changement ont une lutte fausse. Injuste. Oui ou non? C'est le mobile. Je peux répondre par oui ou non. C'est le mobile. C'est la motivation. Ce sont les arguments qui tiennent. Et aujourd'hui, nous disons que donc ceux qui sont pour le changement, c'est une lutte injuste. Et vous qui êtes pour le changement, changer la Constitution, ceux qui sont contre, soutenir l'instabilité. Comment soutenir l'instabilité constituant dans le pays, et ça nous ne voulons plus. Vous ne voulez plus. Nous voulons que ça change dans notre pays. Vous voyez que, madame, nous allons nous battre pour cela. Et je sais qu'aujourd'hui, amis qui sont sur Internet en France, qui pensent que le Congo c'est l'Afghanistan ou la Corée du Nord. Est-ce que vous pouvez leur dire qu'ici vous pouvez vous exprimer et puis rien ne se passe? Je suis sur votre plateau, je m'exprime librement. C'est la preuve, c'en est la preuve. Le président de la République, je suis sûr qu'il suit cette émission. Oui. Nous pensons qu'aujourd'hui, qu'il a une responsabilité dans notre pays. Qu'aujourd'hui, il lui appartient. Puisqu'il dit qu'il veut reconstruire notre pays. Reconstruire notre pays, c'est pas seulement reconstruire les routes, reconstruire les infrastructures, mais c'est aussi donner à son pays, garantir à son pays une stabilité constitutionnelle. Et 2016, il va jouer un rôle très important. Il lui appartient de décider si le pays qu'il aime doit avancer ou doit reculer. Je vous remercie beaucoup, Madame Hilda.
C'est un honneur. Gilda Monsara Gambo. Merci de m'avoir invité à cette émission. Oui, et je suis content de voir une jeune femme comme vous. Vous devez dire à vos collègues femmes aussi d'avoir le courage comme vous. Il suffit simplement de s'exprimer. D'accord. Et même ceux qui sont aussi pour le changement. Vous les aimez? Vous aimez les gens qui sont pour le changement? Ce sont des citoyens. Vous les aimez? Je les aime. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Mais seulement le peuple recule. Nous devons avancer. Il n'y aura pas de changement de constitution dans notre pays. Merci beaucoup. Nous allons lutter pour ça. Merci beaucoup, Madame Gambou, pour porte-parole du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel.